Si la résistance française a un visage, c'est sans aucun doute celui de Jean Moulin. Nous allons découvrir ensemble comment cet homme plein de vie, cet humaniste, cet artiste et cet ami donna sa vie pour la liberté de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le Centre d'Histoire, de la Résistance et de la Déportation de Lyon avec qui je réalise cette vidéo. En ce moment même, le CHRD présente une exposition temporaire sur la vie du héros dont je me suis beaucoup servi pour l'écriture. Merci à eux pour leur confiance, je vous donne plus d'informations à la fin de l'épisode. Bon visionnage. La vie de Jean Moulin commence le 20 juin 1899 à Béziers. Issu d'une famille profondément républicaine, il est le dernier enfant de Blanche Pègue et d'Antoine-Émile Moulin. Si les premières années de sa vie sont paisibles, sa jeunesse est soudainement marquée par le décès de son grand frère Joseph, emporté par une péritonite à seulement 19 ans. Malgré cette tragique disparition, le petit garçon grandit dans une famille aimante, entouré de ses parents et de sa sœur Laure, de 7 ans son aînée, qui restera tout au long de sa vie un repère et une confidente pour lui. À l'école, le petit Jean est un élève moyen. Bien qu'intelligent, il ne montre que peu d'intérêt pour la plupart des matières, mis à part pour le dessin, une passion qui le suivra tout au long de sa vie. À 16 ans, alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, il est extrêmement fier de parvenir à faire publier son premier dessin dans le magazine satirique La Baïonnette contre une poignée de francs. Toutefois, si ses premières caricatures sont signées en son nom, les suivantes le seront sous le pseudonyme Romanin, un nom dont nous reparlerons bien assez vite. L'insouciance de la jeunesse prend fin le 17 avril 1918 lorsque Jean Moulin est mobilisé au 2e génie de Montpellier, puis envoyé au front où il ne combat fort heureusement pas. À la fin de ce terrible conflit, le jeune homme rentre dans son sud natal pour terminer ses études de droit à Montpellier avant d'être nommé chef adjoint du cabinet du préfet de l'Hérault dans cette même ville. Une brillante carrière préfectorale commence alors. À 26 ans, Jean Moulin devient en Savoie le plus jeune sous-préfet de France. Quelques années plus tard, en 1938, son sens du devoir et ses qualités sont telles qu'il est nommé préfet de l'Aveyron, faisant de lui le plus jeune préfet du pays. Pour autant, si ses responsabilités durant l'entre-deux-guerres sont importantes, Jean conserve toujours un peu de temps pour dessiner et publier des œuvres sous le pseudonyme de Romanin, ou encore pour s'adonner à de nouvelles passions telles que le ski, une activité en plein essor. Toujours très proche de ses parents et de sa sœur Laure, ce jeune adulte, qui respire la jeunesse et la vie, aime passer en leur compagnie des séjours au bord de la mer ou dans les stations de ski, jusqu'à ce qu'une nouvelle guerre vienne frapper à notre porte. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Jean Moulin occupe le poste de préfet d'Eure-et-Loir, à Chartres. À maintes reprises, celui qui allait devenir le visage de la résistance française tente de se dégager de sa fonction pour aller combattre sur le front, estimant que sa place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural. Cependant, malgré sa volonté de faire, le ministre de l'Intérieur lui impose de rester à son poste. Lorsque Chartres est bombardée au mois de juin 1940 et que les troupes allemandes marchent sur la ville, la quasi-totalité de la population civile fuit dans un grand exode. Au mépris du danger, Jean Moulin lui reste pour assurer autant que faire se peut le ravitaillement et la sécurité des Chartrains. Le 15 juin, marqué par les horreurs de la guerre, il écrit à sa sœur et à sa mère. Bien chère maman, bien chère Laure, je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignorera toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a épargné la population civile. Quand vous recevrez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Pour autant, malgré le courage du préfet, les bombardements ne cessent de s'intensifier sur l'ensemble du département et la petite commune de Saint-Georges-sur-Eure est ravagée par les pilonnages allemands, faisant de très nombreuses victimes civiles. L'envahisseur, ne voulant cependant pas endosser la responsabilité du massacre, ordonne à Jean Moulin de signer un faux document accusant les soldats du 26e régiment de tirailleurs sénégalais. Le représentant de l'État, conscient de l'innocence de ces soldats africains, refuse catégoriquement de se soumettre aux officiers nazis. Jean Moulin est arrêté puis frappé, étranglé et insulté des heures durant. Entre deux pluies de coups, l'ignoble document lui est présenté, mais il persiste à refuser de signer à chaque fois qu'on le lui tend. À la nuit tombée, le préfet meurtri est jeté dans une chambre. Bien qu'il ait résisté jusque-là aux pires sévices, il s'interroge. Combien de temps va-t-il pouvoir encore tenir avant de craquer? Terrorisé à la simple évocation de cette idée, il se saisit d'un morceau de verre et se tranche la gorge. Heureusement, il est miraculeusement sauvé puis libéré quelques jours plus tard par ses tortionnaires. Il gardera néanmoins de sa tentative de suicide une grande cicatrice pour le restant de sa vie.
C'est justement de là qu'est née l'idée reçue selon laquelle Jean Moulin n'est apparu à partir de ce moment qu'avec une grosse écharpe destinée à masquer cette balafre. Si la légende est belle, elle n'en est pas moins fausse. Après ce tragique événement, le résistant a été aperçu plusieurs fois le coup nu, en Angleterre comme en France. Un an plus tard, à l'automne 1941, Jean Moulin, révoqué par le régime de Vichy, se munit d'un faux passeport au nom de Joseph Mercier et rejoint Londres depuis Lisbonne. Dans la capitale anglaise, il rencontre le général de Gaulle qui lui confie l'unification de la résistance française. Devenu le représentant personnel de Charles de Gaulle, Moulin, qui répond désormais au pseudonyme Rex, est parachuté en France dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, aux côtés de Raymond Fassin et Hervé Monjaret. Chargé de rassembler les trois grands mouvements de la résistance, à savoir Combat, Francs-Tireurs et Libération Sud, Jean Moulin s'installe à Lyon au printemps 1942. Grâce à son travail acharné, son humanisme, son amour pour la France, son sens du devoir et son charisme, Rex y parvient, mais les tensions internes entre les chefs de chacun de ces groupes rendent la cohabitation difficile. Se sachant étroitement surveillé par l'occupant, Jean Moulin fonde, avec l'aide de la jeune Colette Ponce, la Galerie d'Art Romana à Nice, une galerie d'exposition et de vente de peintures, dessins et sculptures modernes lui permettant de s'adonner à sa passion pour l'art, mais aussi de duper ceux qui le traquent. Tout juste inauguré, l'ancien préfet se rend une nouvelle fois à Londres le 14 février 1943 afin de tenir le général de Gaulle informé de la situation en France, avant de rentrer à Paris fonder le Conseil national de la résistance chargé de réunir tous les mouvements sous une seule entité politique et d'asseoir la légitimité de Gaulle en tant que chef du gouvernement provisoire. Hélas, Jean Moulin ignore à ce moment-là qu'il vit ses derniers instants en tant qu'homme libre. Le 21 juin 1943, une réunion des plus secrètes est organisée dans la maison du docteur Dugoujon, à Caluire-et-Cuire, près de Lyon, afin de trouver un successeur au chef de l'armée secrète Charles de Lestrin, arrêté par les Allemands quelques jours plus tôt. Soudain, alors que les principaux responsables militaires de la résistance s'entretiennent, la Gestapo, dirigée par Klaus Barbie, entre dans la pièce et arrête brutalement Jean Moulin, ainsi que ses compagnons. Le résistant André Lassagne, présent ce jour-là, raconte: Ce fut l'irruption dans la pièce où nous trouvions de 4 ou 5 policiers allemands armés de pistolets et de mitraillettes. Rapide bousculade de coups de poing et de crosses, et nous nous retrouvâmes très vite les mains liées par des menottes face au mur. Jean Moulin a-t-il été trahi, ou bien les dirigeants de la résistance ont-ils manqué de prudence? Les historiens s'entendent aujourd'hui pour évoquer un faisceau de circonstances complexes et malheureuses. Parmi elles, la présence d'un certain René Hardy à cette réunion interroge. Non convié initialement, ce dernier est le seul à s'être évadé. À la Libération, il sera soupçonné et jugé 2 fois, en 1947 et 1950, puis acquitté. Quoi qu'il en soit, Jean Moulin fut arrêté puis incarcéré au Fort Montluc, à Lyon. Dès lors, aucun mot ne pourrait décrire l'horreur qu'a vécu le héros de la résistance ni le courage dont il a fait preuve, hormis peut-être ceux de sa sœur, superbement récité par André Malraux des années plus tard. Son rôle est joué et son calvaire commence. Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine, sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. Pendant des jours, le monstrueux boucher de Lyon Klaus Barbie torturera sa victime avant de le transférer à la Gestapo de Paris. Finalement, le 8 juillet, 2 semaines après son arrestation à Caluire, Jean Moulin est déclaré mort des suites de ses blessures en gare de Metz, sans jamais avoir parlé. 2 décennies après la Seconde Guerre mondiale, dans le froid glacial du mois de décembre 1964, Jean Moulin entrait au Panthéon avec son terrible cortège sous les yeux émus du président Charles de Gaulle et accompagné par un poignant discours du ministre de la Culture André Malraux. Pour la première fois, l'entièreté du peuple français peut mettre un visage sur cette héroïque résistance s'étant battue dans l'ombre pour la liberté de tous. Le sacrifice de sa vie, ainsi que celui de toutes ces femmes et de tous ces hommes, ne doit jamais être oublié. J'aimerais chaleureusement remercier le Centre d'Histoire, de la Résistance et de la Déportation de Lyon de m'avoir accompagné dans la réalisation de ce petit documentaire. En ce moment, le CHRD présente l'exposition Jean Moulin, les voies de la liberté, invitant à découvrir ou redécouvrir ce héros national à travers les yeux de ceux qui l'ont connu ou étudié. L'exposition dure jusqu'au 26 mai 2024 et elle est d'une richesse formidable pour mieux comprendre l'homme et sa légende. À titre personnel, je m'en suis énormément servi pour la rédaction de cette vidéo et je tiens à remercier une fois de plus le CHRD de Lyon pour toutes les informations et les images d'archives qu'ils ont gentiment mis à ma disposition. A très vite pour une nouvelle vidéo, bonne journée.